Surtout, je vais essayer d'expliquer effectivement quel est ce modèle qui fait que ces Danois sont très heureux. Donc, ce livre que j'ai écrit s'appelle « Heureux comme un Danois ». Donc, je vais vous amener dans un premier voyage donc, au Danemark, le pays du bonheur. Alors, je vous le présente un peu. Il fait à peu près froid 9 mois dans l'année. L'hiver, à 15 heures, la nuit tombe. L'imposition marginale à partir des 52 000 € est à 60%. La TVA est à 25%. Les voitures sont taxées à 170%. Et puis à Noël, on s'offre des slips et des chaussettes. Et quand vous avez de la chance, un coupe-poil-nez. Alors pour les femmes, comme vous êtes invité en rendez-vous galant par un homme danois, n'oubliez pas votre carte de crédit, parce que vous avez le droit de payer exactement le compte de ce que vous avez consommé. Donc, l'égalité parfaite. Voilà, j'espère vous avoir fait rêver sur ce pays du bonheur. Donc, vous vous dites certainement, oui, ok, mais pourquoi ils sont si heureux, alors, les Danois? Parce que là, on ne voit rien dans ce qu'elle nous raconte qui pourrait potentiellement nous inspirer. Alors moi, je donne 10 raisons dans mon livre, et donc on n'a pas le temps évidemment de parler de tout ça. Il y a 3 piliers, si vous voulez, dans les 10 raisons. Il y a la raison de la confiance qui règne au Danemark entre les gens, entre citoyens, et c'est une confiance qui c'est un record mondial même, c'est à 80%. Pour vous donner une référence, la moyenne en Europe, c'est à 25, et en France, c'est à peu près à 22. Donc ça veut dire que la France est plutôt portée sur la méfiance, donc les gens se méfient entre eux. Cette confiance, quand il s'agit des institutions, est encore plus élevée parce qu'il est à 84%. Ce qui est étonnant parce qu'on peut dire les institutions, on devrait peut-être être plus méfiant. Ça, c'est une base. Je ne vais pas m'étendre beaucoup là-dessus parce que le voyage dont je vais vous parler, c'est surtout les voyages personnels qu'on donne aux jeunes Danois et la possibilité. Alors, vous allez me regarder encore une fois bizarrement parce que c'est la possibilité de choisir sa vie. Et donc, vous allez me dire, mais on vit en France, on est en Europe, c'est une démocratie, moi je choisis ma vie, on est quand même libre, etc. Moi, j'appelle ça la liberté du buffet. Et la liberté du buffet, c'est quoi? C'est qu'on a l'impression, quand on va au buffet, on fait un brunch, qu'on est complètement libre de faire un choix, mais en fait, ce choix a été prédéterminé. Et donc, on choisit dans quelque chose librement, mais ça a été prédéterminé pour nous. Alors, ce qui se passe au Danemark, c'est que la scolarité au Danemark, le but principal de l'éducation nationale au Danemark, c'est de développer la personnalité et le talent de chaque élève. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les matières. Ça veut dire que si vous êtes bon en maths, tant mieux. Si vous êtes bon en langue, tant mieux. Mais vous n'êtes pas nul si vous ne l'êtes pas. Et donc, quand on a 7 ans, 8 ans, et on commence à l'école et on vous dit « vous êtes nul parce que vous n'êtes pas bon en maths ou langue, qui sont des matières sublimes, mais que vous êtes plutôt bon en mécanique, en sport, d'autres matières », ça crée déjà un décalage. Donc, au Danemark, on va essayer de motiver l'enfant pour devenir ce qu'il est réellement. Ce qui nous aide après, c'est que ça, c'est le but donc, de la scolarité, donc ça ne crée pas d'élite. Bon, vous allez avoir des gens qui vont dire « mais l'élite, mais on en a besoin, parce que l'élite, c'est ceux qui vont nous mener le chemin, qui vont nous montrer. » Oui, mais avoir une élite dans un pays, finalement, fait beaucoup, c'est 1 à 2%, on va dire. À l'école, si vous parlez avec des professeurs, enfin moi j'ai fait beaucoup d'interviews, il s'agit d'1 ou 2 élèves qui sont particulièrement doués dans ces matières, etc. Donc eux, ils donnent une référence, et les autres, ils sont inférieurs. Et ça, c'est un mauvais point de départ dans la vie parce qu'une société a besoin de tous les talents, pour vivre en harmonie. Et cette liberté de donc pouvoir choisir est aussi liée à autre chose, et ça, je vais peut-être vous étonner encore, c'est l'indépendance des jeunes Danois vis-à-vis de leurs parents. Et je pense que dans la salle, il va y avoir peut-être beaucoup de parents. Le problème, c'est que je suis sûre que vous voulez bien faire et on veut tous bien faire, sauf que c'est difficile de ne pas projeter nos ambitions voulues, manquées, ratées. Et
Au Danemark, les enfants, à partir de 13 ans, ils prennent un travail à côté. Donc, ils financent leur propre argent de poche. Ça veut dire quoi? Je me dis, c'est bizarre, à 13 ans, on ne peut pas 2-3 heures par semaine. Ça veut dire que déjà à 13 ans, on commence à se dire, j'ai envie de faire quelque chose, mais je n'ai pas besoin de demander à mes parents. Donc, il y a une petite indépendance qui se crée. C'est 70% des jeunes Danois qui travaillent à côté de l'école. À 18 ans, 2/3 des Danois quittent la maison. Ils quittent la maison, 18 ans, et là, toutes les études supérieures sont complètement gratuites et rémunérées. 760 € par mois. Et là, peu importe que vous venez d'une famille aisée ou modeste. Et c'est important ce que je dis, parce que cette liberté de pouvoir choisir réellement sa vie, quand vous venez d'une famille aisée, il y a une espèce de vision que si vous venez d'un milieu aisé, là, vous êtes complètement libre. C'est faux, c'est archi faux, parce que là, il y a toutes ces pressions sociales qui peuvent revenir, il y a les parents, encore une fois, mais moi je suis avocat, il faut que tu fasses des études de droit. Non, j'ai 18 ans, je prends mes 760 €, je fais géo, je suis entrepreneur, ou je suis musicien, en tout cas, je ne fais pas comme toi. Et ça donne une base, parce que plus on est fidèle à soi-même, plus on arrive à finalement être ce qu'on est réellement à l'intérieur, c'est-à-dire sans que la société va nous dire ou donner une référence qu'il y a une élite, que t'es là, des musiciens, non, c'est bien, mais tu aurais dû être là, parce que c'est quand même, ça, c'est sublime, l'ultime. Donc, en ayant une absence de ces références-là, ça donne une possibilité de vraiment réellement choisir sa vie. Bon, il y a plein de Danois qui se trompent, et je vous raconte ça parce que c'est vraiment un des piliers, c'est cette éducation qui crée la possibilité pour l'enfant d'exprimer ce qu'il est, et qui ensuite le libère en ayant un système qui rend possible le fait de faire ces études et choisir cette vie. Après, on va voir. Alors, je vais juste, parce que je trouve plus celui qui me donne les signes pour le temps. On est bon. Alors, le troisième pilier, c'est la solidarité. Alors, tout est un peu lié, donc toutes les 10 raisons que je donne dans le livre sont tous liées. La solidarité, c'est pas un système politique au Danemark. C'est pas parce qu'on vote à gauche ou à droite, ou au milieu, ou à extrême gauche, ou à extrême droite. C'est que 7 Danois, pourtant c'est le pays le plus imposé au monde, aiment payer les impôts. 7 Danois sur 10. Donc vous allez avoir donc une certaine fierté à participer à cet état de providence. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais oui, mais bon, enfin oui, mais... Et oui, c'est très lié à la confiance, parce qu'évidemment, si on pense que le gouvernement et ce système met l'argent là où il faut, on a peut-être plus envie de le payer finalement. Et quand on voit que les gens, en règle très générale, respectent les règles et qu'il n'y a pas ces... de temps en temps, on a eu... je crois qu'il y a quelques années, il y avait un chômeur qui a ouvertement dit dans la presse... je suis au chômage et ça me va très bien parce que je n'ai absolument pas envie d'aller prendre un job inintéressant dans un fast-food, donc je profite du système. Ça a fait un scandale. Les Danois ont été scandalisés. Je dis, mais comment ça? Ils ne participent pas au projet commun? C'est un projet commun. On est tous dedans. Et si on n'est pas tous dedans, ben ça ne marche pas. Et ça, ce tous dedans, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se mettre en victime de dire, oui, mais moi, je n'ai pas eu... oui, mais il faut quand même participer. On peut passer par des moments difficiles où on est au chômage, oui. Donc là, on s'occupe de toi, mais le reste du temps, que tu gagnes un tout petit salaire hein, le SMIC, il n'y a pas à dire, oui, mais bon, moi, je vais faire ça au black ou je triche parce que du coup, je suis un peu victime. Non, c'est un projet commun. Et donc, c'est le tout petit salaire jusqu'au gros salaire qui doit participer à ce qu'on appelle donc le projet commun. Donc, qui est commun et qui fait... cette base et d'ailleurs je vais vous parler un peu d'une notion qui peut-être est très personnelle, mais je pense que vous allez peut-être comprendre, c'est que j'ai appelé habilement ce livre Heureux comme en danois.
je pense qu'en réalité, le bonheur ne se mesure pas. Et quand vous lisez ces rapports sur le bonheur, donc moi je me suis évidemment basée sur beaucoup de documentation, de statistiques, etc. pour l'écrire, pour m'asseoir sur quelque chose. Ce qu'on mesure en réalité, c'est ce qu'on appelle le bien-être, c'est-à-dire être bien. Donc je parle en réalité d'une base de bien-être. Le bonheur, c'est des moments, c'est très personnel. Le bonheur pour vous, c'est peut-être pas le bonheur pour moi, mais en tout cas c'est cette base de bien-être qu'on peut créer, qui est créée par la confiance. Et dans toutes mes conversations, parce que donc du coup, je suis danoise et moi, mon choix personnel de mon bonheur a été de vivre chez vous, en France. Et depuis 20 ans, et donc les gens me disent, mais c'est complètement fou parce que tu fais un livre sur ce modèle, alors comment tu peux vivre ici? C'est impossible, il y a la méfiance. Tout simplement parce que moi, je vis heureuse comme une Danoise en France. C'est-à-dire que les mêmes valeurs dont je parle, moi, je pense que ce n'est pas des valeurs danoises, c'est des valeurs humaines. Et c'est des valeurs humaines dans le sens que, dans la salle aujourd'hui, si vous voulez une société de confiance, n'attendez pas que François Hollande ou Sarkozy ou un autre vous l'amène. C'est vous. C'est demain matin, j'ai envie d'être quelqu'un de confiance, à qui on peut faire confiance, et j'ai tout simplement envie de faire confiance aux autres. Et je pense que très sincèrement, que ça commence vraiment par nous, parce que moi, je viens d'un pays où il y a 80% de confiance, et donc je vis dans un pays où il y a 22. Donc on va dire, le calcul est rapidement fait, donc je ne devrais pas du tout faire confiance en France. Sauf que je le fais tous les matins, et j'essaie d'avoir un comportement où je l'inspire aussi aux autres. Et je vais vous dire quelque chose, c'est que moi, finalement, par rapport à quelqu'un qui fait confiance tout le temps, je me fais quasiment jamais avoir. De temps en temps. Mais ce risque, il est tellement agréable à prendre. Parce qu'en le prenant, je vis avec une sérénité où je pars dans la vie et je me dis, alors de temps en temps, quand j'ai un petit doute, je dis bon, ça a quand même l'air un peu bizarre. Je regarde la personne dans les yeux. Et puis je lui dis, je vous fais confiance. Hein. Et ne serait-ce que cette simple phrase, je vous fais confiance, et je regarde dans les yeux, ça fait un petit rappel aux valeurs humaines que je pense. Et je préfère voir le monde comme ça, et au fond de nous tous. Après, peut-être on a été élevé autrement, et qu'on a été malmené par la méfiance, on a été malmené par d'autres choses, et que finalement on n'a pas eu cette liberté de pouvoir choisir sa vie, donc finalement on n'est pas en accord avec nous-mêmes, etc. Mais ce changement-là, pour avoir une société plus en harmonie, je ne pense plus qu'on peut se permettre de dire qu'on est victime et que c'est un système politique ou que c'est la faute de je ne sais plus quelle politique qui n'a pas fait bien son travail. Je pense que ce changement, c'est réellement un choix qu'on doit faire. Et je reprends ces 10 valeurs dites danoises à la fin de mon livre, où je dis finalement, encore une fois, ce n'est pas des valeurs danoises. Et je donne des exemples dans le monde entier. On parlait de Mohamed Yunus tout à l'heure. À Bangladesh, il a fait confiance à des milliers de personnes. Il a fait des prêts sans garantie. Il a été remboursé, Mathieu, corrige-moi si je me trompe, mais à 95%. Je pense que c'est... Oui. Donc, je pense que ce système-là, ça peut marcher. Après, peut-être, on peut aussi dire, mais c'est complètement naïf ce qu'elle dit, c'est un tout petit pays. Oui, et peut-être pas. Donc, en tout cas, ça vaut le coup d'essayer. Et ce voyage-là, c'est-à-dire, ça a été pour moi aussi un voyage, parce que je parle le français, comme vous le constatez, mais bon, pour moi, écrire en français, écrire un livre, c'était complètement inimaginable. Et je dis, mais je vais le faire, parce que quand j'ai commencé moi-même, parce que les gens me posent tellement la question, et j'ai commencé à comprendre ce qui réellement a un effet sur notre bonheur, notre bien-être, disons bien-être, je me dis, mais il faut le partager, parce que là, l'illusion et le mythe sur l'argent, sur le fait d'être connu ou d'autres valeurs qui sont complètement des illusions et qu'on revient à des bases qui font qu'on peut vivre des vies en harmonie,
je dis il faut le partager, que ce soit danois ou pas. Et donc j'ai entamé ce voyage pour partager ces valeurs, tout en restant extrêmement amoureuse de la France. Et tous les matins, je me dis, mais j'ai la chance de vivre ici. Mais je le vis selon les valeurs danoises, avec plein de valeurs françaises que j'aime. Mais c'est ces valeurs-là qui sont fondatrices pour cette société plus en harmonie. Alors, je vais finir sur une petite citation que j'aime beaucoup, qui parle aussi du voyage. C'est une citation de Gandhi, qui dit que le plus grand voyageur, c'est pas celui qui a fait le tour du monde 10 fois, c'est celui qui a fait le tour du monde, le tour de lui-même une seule fois.